J'allais fermer le banc si j'ai été le dernier speaker, la dernière speakerine finalement, c'était moi. À l'âge de 58 ans, Olivier Mine vient de faire une confession qui a l'effet d'une bombe. Une confidence à laquelle absolument personne n'aurait pu s'attendre. Cette révélation ébranle profondément la France et agite les coulisses du monde médiatique. Car derrière une façade de discrétion quasi parfaite, se dissimulait une vérité intense qu'il n'avait jamais osé partager. L'amour authentique de sa vie n'est autre que Jean Dupont, 54 ans, un auteur de grand talent qui était aussi son confident de l'ombre. Et désormais, cette idylle longtemps gardée secrète est enfin exposée à la lumière, prête à redéfinir entièrement l'image que le public avait de lui. Si cette annonce provoque une telle stupeur, c'est également parce que le parcours professionnel d'Olivier Mine a toujours été synonyme d'une image publique, parfaitement contrôlée, polie par des décennies de réussite. Depuis ses débuts remarqués à la télévision française, jusqu'à son parcours météorique qui l'a propulsé au rang de figure incontournable de Fort Boyard, il a su développer un style qui lui est propre. Un savant mélange de raffinement, d'humour et d'une grande exigence. Ses écrits, et notamment sa biographie consacrée à Louis Jourdan, ont solidifié sa réputation d'homme érudit et passionné. Chaque apparition télévisuelle, chaque nouveau projet, ne faisait que consolider sa place dans l'affection du public, ce qui rend son aveu d'aujourd'hui d'autant plus saisissant. Au fil des années, alors que la carrière d'Olivier Mine s'établissait comme l'une des plus respectées de la scène audiovisuelle française, nul ne pouvait soupçonner qu'il portait un fardeau si intime. Un secret qui pesait sur chaque sourire de façade, chaque non-dit et chaque regard fiant devant les objectifs. Car, loin de l'animateur charismatique, derrière la figure tutélaire de Fort Boyard ou ses prestations cultivées dans les magazines culturels, se cachait une romance d'une rare intensité. Une histoire qui n'avait jamais eu l'occasion de s'épanouir au grand jour. Le tournant s'est produit à 58 ans, lorsqu'Olivier a finalement décidé de faire tomber les murs « silence » pour enfin écouter ce que son cœur lui dictait depuis si longtemps. Le véritable amour de son existence n'est donc pas une femme énigmatique restée dans l'ombre, ni une conquête passagère du show-business, mais bel et bien Jean Dupont, 54 ans, un romancier, à la plume reconnue, dont les ouvrages ont ému des milliers de lecteurs. Leur premier contact remonte à plus d'une décennie, durant un symposium littéraire à Paris, près du Pont des Arts. C'était un soir d'automne où le vent faisait danser les feuilles mortes, mais où leurs regards se sont ancrés l'un dans l'autre, comme porteurs d'une reconnaissance mutuelle et éternelle. Jean, avec son allure réservée, son intelligence vive et son humour aussi précis qu'une lame, instantanément fait naître en Olivier une émotion inédite, presque déconcertante. De leurs conversations nocturnes, à leurs débats passionnés sur la littérature, l'existence, la peur d'aimer et la quête de liberté pour être soi, leur complicité s'est métamorphosée en un sentiment bien plus puissant que tout ce qu'ils auraient pu anticiper. Cependant, les deux hommes ont maintenu leur relation dans la confidentialité la plus totale, se protégeant ainsi l'un l'autre. Ils étaient parfaitement conscients que la révélation d'une telle liaison risquait de compromettre leur carrière, leur réputation et potentiellement de heurter une partie de leur public. Actuellement, la confession d'Olivier ne constitue pas seulement une déclaration d'amour, mais aussi un acte d'une immense bravoure, une émancipation qui projette une lumière entièrement nouvelle sur chaque instant de sa vie médiatique. Et si cette nouvelle provoque un tel séisme, c'est parce qu'elle ne révèle pas un scandale, mais une vérité, d'une profonde humanité. Celle d'un homme qui s'autorise enfin à aimer sans se cacher. Alors que le récit de l'amour secret, entre Olivier Mine et Jean Dupont, se déploie progressivement aux yeux de tous, beaucoup de gens découvrent une facette de l'animateur longtemps restée invisible, celle d'un homme dont le parcours fut loin d'être aisé et dont les premières années furent marquées par un combat intérieur pour trouver sa juste place, pour exister vraiment dans un monde qui lui paraissait parfois hostile. Car avant de devenir cette personnalité si populaire de la télévision française, avant de cultiver avec brio l'élégance, l'esprit et la prestance sont devenus sa marque de fabrique, Olivier a d'abord été un enfant et un adolescent en marge, souvent aux prises avec des attentes écrasantes, des paroles blessantes, et le sentiment permanent d'être en décalage avec le rythme du monde. Né en Belgique, dans un foyer où les traditions pesaient lourd, mais où les sentiments s'exprimaient peu, il a évolué entre deux cultures, deux identités distinctes, sans trop savoir vers laquelle se tourner. Durant sa scolarité, il n'était ni le plus extraverti, ni le plus assuré. Sa constitution délicate, son caractère introverti et son hypersensibilité lui ont parfois valu des railleries, et très souvent de l'incompréhension. Il trouvait alors refuge dans les livres, ses précieux compagnons silencieux, qui ne le jugeaient jamais. Uniquement au cinéma,
Dans des récits où les personnages principaux semblaient mener des existences où la possibilité d'être authentiquement soi était une réalité. Toutefois, l'épreuve la plus ardue ne provenait pas du jugement d'autrui, mais bien de la perception sévère qu'il avait de sa propre personne. Dès le début de son adolescence, il a pris conscience qu'il éprouvait des émotions singulières, des attirances qu'il n'osait formuler, et encore moins avouer à quiconque. Le fardeau de cette singularité, durant les décennies 1970 et 1980, constituait un poids invisible, mais profondément accablant. Dans sa ville d'origine, la plus infime rumeur pouvait se muer en une sentence sociale irrévocable. Olivier évoluait ainsi dans une angoisse latente, celle de ne jamais être intégré pour ce qui constituait son identité profonde. Au sein du foyer familial, les thématiques de l'identité, de l'orientation sentimentale ou de l'épanouissement personnel n'étaient jamais évoquées. Les paroles restaient captives à mi-chemin entre l'âme et la voix. Il s'est donc construit dans un mutisme supposément protecteur, mais en réalité suffocant, persuadé que ses émotions étaient une anomalie à dissimuler. Cette conviction profonde que ses sentiments représentaient une sorte de défaut à masquer l'a profondément marqué. Cette épreuve de jeunesse l'a forgé de manière indélébile, développant en lui une résilience discrète, une aptitude exceptionnelle à endurer sans jamais plier. Cependant, ce déficit de validation affective et l'incapacité de se livrer à quiconque creusaient en lui un vide. Cette absence nourrissait une solitude abyssale qu'il s'efforçait de surmonter en excellant dans son parcours académique. Ses efforts acharnés n'étaient pas tant guidés par une ambition dévorante que par un besoin vital. Il était animé par le souhait désespéré de démontrer qu'il avait sa place dans ce monde, que sa nature particulière ne le condamnait pas à une existence dans l'ombre. C'est précisément cette jeunesse complexe qui a sculpté la grande sensibilité de l'homme qu'il est devenu. Il a développé une capacité à décrypter les gens avec une acuité remarquable. Il percevait les fragilités et comprenait les non-dits sans avoir besoin d'explications. Derrière le présentateur charismatique, de Fort Boyard, dissimulé par un sourire parfait, une élocution impeccable devant des millions de personnes, se trouve toujours cet enfant, qui a cruellement manqué d'affection, et cet adolescent qui aspirait simplement à être vu et accepté tel qu'il était. Plus tard, lorsqu'il fera la connaissance de Jean Dupont, c'est cette vulnérabilité héritée du passé qui rendra leur relation si puissante. Jean, lui aussi façonné par une histoire personnelle emplie de zones d'ombre et de non-dits, fut l'une des rares personnes à déceler cette blessure. Cette souffrance intérieure, il l'a perçue et reconnue comme étant le miroir de la sienne. Leur attachement n'était pas purement romantique. C'était une connexion profonde, presque instinctive et mutuellement réparatrice. On saisit alors davantage pourquoi Olivier a attendu si longtemps, avant de révéler son histoire au grand jour, et pourquoi il a défendu ce jardin secret avec tant d'acharnement. Il ne s'agissait pas seulement de la crainte d'un scandale médiatique, mais bien de la réminiscence douloureuse des souffrances passées. Celles-ci avaient modelé ses jeunes années, et il était hors de question pour lui de les revivre. Aujourd'hui, alors qu'il révèle progressivement la vérité intime de son être, on prend la mesure du long cheminement accompli depuis l'époque de cet enfant timide qui déambulait en silence, dans les ruelles de sa ville, persuadé qu'aimer en toute liberté lui serait à jamais interdit. Maintenant que nous discernons mieux les traumatismes secrets qui ont jalonné son adolescence et forgé sa personnalité, il est indispensable de se pencher sur la sphère privée d'Olivier Mine, une dimension de sa vie longtemps tenue à l'écart, derrière le raffinement de ses interventions publiques. Car si le présentateur a bâti une carrière éclatante sous les feux des projecteurs, son existence personnelle, quant à elle, a toujours constitué un domaine délicat, un jardin secret qu'il a défendu avec une méfiance quasi innée. Durant de longues années, il a enchaîné les voyages, menant sa vie entre plusieurs capitales, notamment Paris, Bruxelles et parfois même Los Angeles, comme s'il était en quête dans ces métropoles d'un sanctuaire où il pourrait enfin exister librement. C'est dans son appartement parisien du 6e arrondissement, à l'aménagement sobre et classique, qu'il trouvait un refuge. Entouré de ses ouvrages anciens et de ses souvenirs de périple, il y trouvait un certain réconfort. C'était une sorte de cocon silencieux, très éloigné de l'agitation médiatique incessante. Néanmoins, sous cette façade de contrôle absolu, sa vie intime n'était qu'un fragile équilibre fait de solitude, d'amitié sincère et d'un secret gardé avec une fidélité sans faille. Olivier cultivait des liens profonds avec un cercle amical très sélect, majoritairement composé de créatifs. Des auteurs, des artistes, des acteurs. Des individus qui, comme lui, saisissaient les subtilités de la sensibilité et le défi d'être soi, dans un univers où les apparences l'emportent sur l'authenticité. Ses amis furent souvent les confidents silencieux, de ses incertitudes, de ses angoisses, et parfois de ses moments de bonheur pur lorsqu'un projet aboutissait, ou quand une nouvelle rencontre venait illuminer son existence. Cependant, le domaine amoureux demeurait sa grande zone d'incertitude. Avant sa rencontre avec Jean Dupont,
Ces quelques histoires sentimentales avaient toutes été traversées par la même angoisse. Il ressentait à la fois une envie profonde de se livrer sans retenue à l'autre, et en même temps une crainte permanente d'être démasqué, critiqué ou finalement abandonné. Ce conflit intérieur le conduisait fréquemment à mettre un terme lui-même à ses propres histoires. Joie, se cloîtrant subitement dès qu'il percevait qu'il s'exposait à une trop grande fragilité. Il évoluait, ainsi dans une contradiction constante, célébré par d'innombrables téléspectateurs qui louaient son aisance et son allure, mais se retrouvant terriblement isolé une fois la porte de son domicile poussée. Son existence privée était organisée autour de coutumes modestes, quasi-cérémoniales. Au petit matin, il appréciait de déambuler dans les rues de Paris encore endormies, longeant parfois les berges de la Seine, une tasse de café à la main, contemplant les ponts et les quais, comme pour y chercher des éclaircissements que sa propre conscience refusait de verbaliser. Le soir venu, il s'adonnait à la lecture de manière intensive, parfois jusqu'au lever du soleil, absorbant des essais de philosophie, des recueils de poésie et des pièces de théâtre, espérant trouver dans les écrits d'autrui ce qu'il peinait à formuler lui-même. Il noircissait également des carnets entiers que personne ne verrait jamais, y déposant des bribes de son être, des pensées secrètes, ainsi que des méditations sur la liberté et le droit d'aimer sans entrave. Puis, avec le temps, ce rituel quotidien a commencé à se lézarder, permettant d'entrer, doucement, mais de manière inéluctable, d'une personne qui allait tout transformer, Jean Dupont. Au commencement, rien ne paraissait véritablement perturber l'agencement méticuleux de son existence. Toutefois, Jean, grâce à sa tendresse, son esprit, sa perception profonde des failles humaines, a progressivement créé des ouvertures dans la forteresse qu'Olivier avait bâtie, autour de son âme. Dans la sphère intime d'Olivier, Jean s'est imposé comme un point d'ancrage, une bouffée d'air, un sanctuaire, où il pouvait enfin abandonner son rôle, arrêter de feindre la sérénité pour plaire au public, et se montrer tel qu'il était vraiment. Leur complicité, initialement développée dans la plus grande confidentialité, a métamorphosé sa vie de tous les jours. Les soirées de solitude se sont effacées au profit de repas apaisants. Les balades matinales sont devenues des instants partagés, et les textes qu'ils rédigeaient secrètement puisaient désormais leur inspiration dans un amour concret, vibrant, tangible. Aujourd'hui, avec sa prise de parole publique, on mesure à quel point cette vie privée, si longtemps dissimulée, constituait en fait le véritable épicentre de l'homme qu'il est devenu. En effet, au-delà de la personnalité télévisuelle, au-delà de la renommée et des ovations, se trouvait avant tout un individu en quête de vérité, de quiétude intérieure et du droit inaliénable d'aimer en toute liberté, sans être hanté par les spectres de son passé. Et c'est justement cette recherche intérieure et silencieuse qui confère à son parcours une dimension si émouvante. Tandis que l'univers personnel d'Olivier Mine se révèle avec une netteté croissante au gré de ses révélations et de la présence radieuse de Jean Dupont, il est difficile de faire abstraction des controverses qui ont parfois jalonné son itinéraire professionnel. Bien qu'il soit réputé pour son éthique irréprochable et son sang-froid presque proverbial, Olivier n'a pu se soustraire aux tourmentes médiatiques, fréquemment amplifiées par la presse. Scandale. L'une des toutes premières affaires qui a éclaté nous ramène au commencement des années 2000, lorsque divers magazines ont suggéré que l'animateur aurait été soudainement évincé d'une émission majeure de France 1 en raison d'une supposée mésentente avec un dirigeant de la chaîne. En vérité, il s'agissait purement d'une réorganisation stratégique de la programmation. Mais les bruits de couloir se sont intensifiés, nourris par des manchettes tapageuses qui visaient à fabriquer un différend là où il n'existait rien de tel. Cet épisode a laissé une cicatrice profonde chez Olivier, d'autant qu'il lui était impossible d'intervenir pour apaiser la situation. La moindre déclaration aurait été interprétée soit comme un aveu, soit comme une provocation. Un autre événement, plus largement couvert par les médias, a émergé quelques années après, quand des publications à sensation ont prétendu qu'il menait une double existence, s'évanouissant à l'étranger durant des mois afin de dissimuler un inavouable secret. Ces allégations grotesques trouvaient en réalité leur origine dans ses séjours fréquents à Los Angeles, où il se consacrait à des projets d'écriture et de théâtre qui lui tenaient à cœur. Cependant, à cette période, les plateformes sociales démultipliaient la moindre rumeur, et chaque cliché pris à la volée dans la rue se transformait en une soi-disant preuve orchestrée par ceux en quête de visibilité. Ce maelstrom d'interprétations erronées l'a incité à se retrancher plus encore dans une réserve absolue. Les controverses ne se sont pas arrêtées pour autant. En 2016, au moment où il reprend les rênes de Fort Boyard, certains chroniqueurs ont jugé son style pas assez flamboyant,
reprochant à son approche distinguée et posée de manquer de fougue pour un format aussi effréné que celui de l'émission. Ce prétendu scandale professionnel, monté en épingle durant de longues semaines, l'a affecté bien plus qu'il ne l'a jamais admis. Lui qui avait constamment fait de l'élégance, de la rigueur et du respect des règles, ses priorités, se voyait subitement reprocher une trop grande retenue, une sagesse excessive, comme si sa personnalité, pourtant si estimée, devenait soudainement une lacune professionnelle. Avec le recul, il apparaît clairement que en réalité, ces reproches ne s'attaquaient pas à la qualité de son travail, mais illustraient plutôt la propension de cette période à fabriquer de l'agitation autour de n'importe quel succès, qui connaissait une belle réussite. Par la suite, une rumeur tenace a commencé à circuler, évoquant une idylle secrète, avec une actrice française de grande renommée. Ce fut un feuilleton médiatique qui a nourri les magazines à scandale pendant des mois, sans reposer sur le moindre élément tangible. Olivier, fidèle à sa nature réservée, n'a jamais émis la moindre confirmation ou le moindre démenti, préférant laisser l'orage médiatique s'apaiser de lui-même. De manière assez ironique, ce qu'aucun chroniqueur n'avait pu concevoir, c'est que la réalité n'était pas une aventure clandestine avec une comédienne, mais un amour authentique, pudique et d'une intensité rare avec Jean Dupont, un individu qui vivait à 1000 lieues de l'effervescence médiatique. Toutes ces controverses, parfois absurdes, parfois blessantes, ont profondément modelé son rapport au monde extérieur. C'est à cause d'elle qu'il a érigé une forteresse autour de sa vie privée et qu'il a fait du silence son allié pendant si longtemps, expliquant ainsi pourquoi sa récente confidence a eu l'effet d'un véritable tremblement de terre. Il ne s'agissait pas uniquement de dévoiler un amour, mais bien de se réapproprier le récit d'une vie que d'autres s'étaient trop souvent permis de réécrire. Aujourd'hui, avec le recul, lorsqu'on examine ces scandales passés, ils se présentent sous une lumière entièrement nouvelle. Non plus comme des taches indélébiles sur sa réputation, mais plutôt comme les défis qui ont forgé sa résilience, son audace et sa ferme résolution de ne plus jamais laisser quiconque s'exprimer en son nom. Alors que ces controverses d'antan s'estompent, et que la clarté se fait enfin sur les zones d'incertitude qui ont jalonné son parcours professionnel, une interrogation ressurgit avec une force particulière dans l'opinion publique. Qu'en est-il réellement de la vie amoureuse d'Olivier Mine, et plus particulièrement de cette idée de mariage, qui a si souvent été un terreau fertile pour les rumeurs, les extrapolations et les inventions de la part des médias. Durant de longues décennies, la presse people a tout tenté pour lui prêter des unions secrètes, des fiançailles, dissimulées, des histoires romancées avec des célébrités féminines ou des compagnons restés dans l'ombre. Cependant, la vérité, bien plus simple et infiniment plus émouvante, est que le mariage d'Olivier n'a jamais été celui que les gens s'imaginaient. Il n'a jamais passé d'anneau officiel à son doigt, ni orchestré de célébration publique, refusant de laisser les conventions sociales lui imposer une vision du bonheur. À ses yeux, le mariage n'est ni un document administratif, ni un événement mondain, mais un engagement de l'âme, un serment silencieux noué avec l'unique personne qui avait une réelle importance. Et cette personne, aujourd'hui, le grand public connaît enfin son nom. Jean Dupont. La vérité concernant son union est qu'elle n'a jamais eu d'existence légale, mais qu'elle était bien réelle de leur cœur depuis de très nombreuses années. Pendant tout ce temps, Jean a été son sanctuaire, son confident, son appui indéfectible mais invisible. Leur lien, patiemment tissé dans la plus grande discrétion, réunissait pourtant tous les ingrédients d'une union véritable. Une loyauté affective sans faille, une confiance absolue, des projets de vie échafaudés dans le secret, et ces soirées paisibles, passées à refaire le monde jusqu'au milieu de la nuit. Ces moments de silence complices qui en disent bien plus qu'un millier de déclarations. Leur engagement n'avait nul besoin de témoins extérieurs, car il était fondé sur une complicité, objectif des appareils photo n'aurait de toute façon jamais pu saisir. Et pourtant, cette magnifique histoire a été rendue fragile par l'angoisse. L'angoisse du regard des autres, l'angoisse de décevoir, l'angoisse de briser cette image publique qu'on attendait de lui depuis si longtemps. Olivier a nourri pendant une longue période la conviction qu'aimer un homme l'obligerait à renoncer à toute chance d'être accepté par la société. Il redoutait que la révélation de cette vérité ne vienne anéantir tout ce qu'il avait bâti et ne fasse imploser la vie de Jean. Cet écrivain pudique qui fuyait les projecteurs avec autant de force qu'Olivier était contraint de les subir. Mais au fil du temps, à mesure que les difficultés, les quiproquos et les scandales futiles se multipliaient, leur attachement s'est intensifié, s'est consolidé, au point de devenir absolument incassable. Ils ont vécu leur amour comme un jardin secret, une sorte de mariage, spirituel et clandestin.
Deux êtres unis sans contrat, sans cérémonie, mais avec une honnêteté et une pureté totale. Quand Olivier évoque aujourd'hui la réalité de son mariage, il ne parle pas d'un acte notarié, mais il dévoile quelque chose de bien plus précieux. Un engagement de l'âme, une promesse intime de loyauté et d'une infinie tendresse. Il dépeint ces matins où Jean lui préparait son café, tandis qu'il parcourait la presse. Ces escapades impromptues, en Bretagne, où il se promenait face au vent, riant avec l'insouciance de deux jeunes garçons. Il parle de ces pages de manuscrits sur lesquelles Jean glissait de petits mots discrets, uniquement destinés à lui rappeler combien il était aimé, même durant les jours où l'univers entier lui paraissait hostile. La réalité de son mariage, c'est qu'il n'a jamais été officialisé, jamais montré au grand jour, jamais fêté devant le monde, mais qu'il a été vécu avec une plénitude, une sincérité et une force que très peu de couples parviennent véritablement à atteindre. Aujourd'hui, en rompant ce long silence, Olivier n'a pas pour objectif de créer un coup de théâtre médiatique. Il s'efforce finalement de mettre des mots sur ce lien qu'il a préservé avec soin durant toute son existence. Et ce terme, ce n'est pas celui de mariage au sens conventionnel, mais plutôt celui d'union, de partenariat, d'une véritable âme sœur. En dévoilant au grand jour sa relation avec Jean, il met en lumière le fondement même de son parcours, cette réalité intime qu'il n'avait jamais eu le courage de confesser. Leur connexion était profonde, solide, parfaitement authentique, à l'image d'un véritable engagement sentimental. Et pour la toute première fois, il ouvre les portes de son jardin secret au monde entier. Tandis que la révélation concernant son union de cœur avec Jean Dupont commence à toucher le public en plein cœur, une autre interrogation émerge avec une force renouvelée. Quelle est la véritable nature des liens familiaux d'Olivier Mine? Cette facette de sa vie, l'animateur a constamment protégée par un mélange de respect, de discrétion et de pudeur. Pendant de nombreuses années, les médias ont tenté de construire une narration familiale romanesque, tantôt embellie, tantôt dramatisée à l'excès, mais qui s'éloignait presque toujours de la vérité. Désormais, au moment où Olivier consent enfin à exposer l'authenticité de ses sentiments, il se livre aussi sur un thème qu'il avait jusqu'alors gardé dans le plus grand secret, la complexité, la vulnérabilité et l'intensité de ses attaches familiales. En réalité, Olivier a évolué au sein d'un foyer où l'affection était bien présente, sans aucun doute, mais elle était très rarement verbalisée. Au sein de sa famille, les sentiments ne se clamaient pas. Ils se faufilaient plutôt dans les actions de tous les jours, à travers des regards fugaces et des attentions muettes, dont la véritable signification n'apparaît qu'avec le recul de l'âge adulte. Cette pauvreté de mots a nourri en lui, pendant longtemps, un sentiment d'éloignement, cette étrange sensation d'être physiquement là, sans jamais se sentir entièrement compris. Son rapport avec ses parents était un curieux mélange d'admiration et de silence lourd de sens. Son père, un homme strict, était convaincu que la véritable force résidait dans la maîtrise de soi, la retenue et l'aptitude à ne jamais révéler ses propres vulnérabilités. Sa mère, d'un tempérament plus doux mais tout aussi réservé, nourrissait un amour incommensurable, qu'elle peinait souvent à exprimer. Dans cet environnement familial particulier, Olivier a fréquemment eu l'impression d'être un jeune garçon qui percevait trop de choses, qui éprouvait trop d'émotions, mais sans jamais savoir comment canaliser cet excès de sensibilité. Cette réalité familiale a profondément modelé son existence d'adulte. L'affection qu'il n'a pas reçue par les mots, il a tenté de l'offrir aux autres à travers ses actions, son sens de l'humour et sa bienveillance. Et bien que pendant une longue période, il ait pensé qu'il était tenu de correspondre au modèle que sa famille semblait attendre de lui, c'est également cette contrainte implicite qui l'a incité à garder le silence, à masquer sa véritable identité et à dissimuler l'amour qu'il portait à Jean. Il était habité par la crainte atavique de décevoir, de briser un équilibre précaire et d'engendrer un cataclysme qu'il se serait senti incapable de surmonter. Néanmoins, avec le passage des années, une transformation s'est opérée. La maturité, les défis de la vie, les réussites comme les peines, ont finalement fait naître en lui l'audace de rétablir le contact avec sa famille sous un angle différent. Au cœur de cette démarche, principalement Jean qui a eu une influence déterminante. Grâce à sa présence apaisante et constante, il a permis à Olivier de penser certaines blessures du passé et de considérer son histoire familiale avec davantage de tendresse que d'amertume. Progressivement, il a puisé en lui la force de s'exprimer, de donner des explications, de se révéler, non dans l'intention de déclencher un bouleversement, mais afin de restaurer une authenticité personnelle qu'il ne pouvait plus contenir. Et la surprise la plus totale, celle à laquelle il n'avait jamais osé rêver, fut la manière dont sa famille a réagi.
Ce ne fut ni un rejet catégorique, ni une rupture brutale, mais plutôt une sorte d'acquiescement tacite, un cheminement progressif mais profondément sincère en direction de l'acceptation. Ce qui avait été tu pendant si longtemps commença soudainement à être formulé, avec hésitation au début, puis avec une assurance grandissante. Les discussions qu'il avait tant appréhendées se transformèrent en passerelles, en occasion de rapprochement et en moments d'une profonde humanité. La réalité concernant sa famille, c'est qu'elle n'a jamais été un modèle de perfection ni d'harmonie absolue, mais elle a finalement su évoluer, s'ouvrir et permettre à la lumière d'une vérité trop longuement réprimée de pénétrer. Désormais, lorsqu'Olivier évoque sa famille, il ne la décrit plus comme un espace de silence, mais plutôt comme un territoire en pleine reconstruction, un foyer qui apprend à communiquer, à écouter et à progresser. Et cette métamorphose, il l'attribue tout autant sa propre audace qu'à l'amour indéfectible de Jean. Parce qu'en fin de compte, c'est en dévoilant sa propre vérité à tout qu'il a offert à sa famille l'opportunité de révéler la sienne. Celle d'un amour qui, malgré ses maladresses, demeure un lien indéfectible qui unit, qui apporte son soutien et qui sait pardonner. À travers cette ultime confession, Olivier saisit que la famille n'est pas concept immuable, mais plutôt une narration vivante qui a la capacité de se réinventer pour peu qu'on lui en donne l'occasion. Et cette prise de conscience, peut-être plus encore que toutes les précédentes, lui apporte enfin la sérénité à laquelle il aspirait depuis sa plus tendre enfance. En explorant l'intégralité de l'histoire personnelle d'Olivier Mine, depuis sa jeunesse délicate, empreinte de non-dits, jusqu'à sa lutte intime, en assumant son identité à travers l'amour profond qu'il porte à Jean Dupont, chacun d'entre nous peut percevoir en cet homme une dimension qui transcende largement sa personnalité publique. Un être humain qui a enduré des épreuves, qui a chéri, qui a tremblé, mais qui a finalement puisé en lui la résilience pour se reconstruire et enfin oser être lui-même. En définitive, le parcours d'Olivier nous enseigne que derrière chaque façade souriante à la télévision peut se terrer une lutte silencieuse, une âme en quête de son véritable foyer. Un homme qui, durant de longues années, a dû s'emprisonner dans le silence pour sa propre survie. Et maintenant, au moment où il a le courage de partager son histoire avec le monde entier, il est plus que jamais digne de notre appui, de notre empathie et de notre profonde admiration. Si son récit a fait écho en vous, si vous percevez que son authenticité résonne avec vos propres failles, vos incertitudes ou vos luttes personnelles, alors je vous encourage vivement, et si vous désirez continuer à découvrir des témoignages de cette nature, des histoires authentiques, intenses, profondément touchantes, alors pensez à manifester votre appréciation pour cette vidéo, à la diffuser auprès de vos proches, pour que d'autres puissent également le voir, et bien entendu, à vous abonner à notre chaîne. C'est votre soutien qui nous donne les moyens de poursuivre notre mission, raconter ces chemins de vie singuliers, donner une résonance à ces voix trop souvent étouffées, et offrir à chaque individu la reconnaissance méritant. Si cette histoire vous a profondément touché, si l'audace d'Olivier vous a donné de la force, alors agissez. Exprimez-le par un j'aime, un partage, un abonnement, et venez enrichir notre communauté qui s'épanouit de jour en jour, autour de valeurs telles que l'empathie, le respect mutuel et l'affection. Merci pour votre présence, merci pour votre sensibilité.